Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. Au sommaire, à Saint-Louis, une pirogue avec à bord des migrants a débarqué après avoir quitté Mbour, perdu en mer depuis une semaine avec 300 jeunes. Plus de la moitié ont perdu la vie. Les précisions à suivre dès le début de ce journal avec Yves Tendeng. Mort de 140 migrants au large des côtes sénégalaises le 29 octobre. Le ministère de l'Intérieur dément catégoriquement l'information. À la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'État n'ont récupéré que 6 corps sans vie repêchés. Au total, 91 personnes ont été sauvées par des navires privés lors des accidents en mer intervenus le 22 et le 26 octobre. 316 arrestations pour divers délits, 32 véhicules mis en fourrière, 35 motos mobilisées et 26 accidents. C'est le bilan provisoire des opérations de sécurisation de la police lors du Maouloud de cette année. Des opérations qui vont se poursuivre jusqu'au Gamouat selon la police. Forte mobilisation cet après-midi de la communauté guinéenne au Sénégal, une marche pour protester contre la confiscation du pouvoir par le président guinéen Alpha Condé. Ses ressortissants guinéens persistent et signent la victoire lors de l'élection présidentielle. Revient à Cellou Dalein Diallo. Il dénonce la violence exercée sur le peuple guinéen par le président Condé. Le contradictoire et le journal de la santé vont compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Marie-Rosalie Ndiaye. À Saint-Louis, une pirogue a échoué cet après-midi sur la côte de Gokhumbath avec à son bord plusieurs candidats à l'immigration clandestine. Ils ont quitté Mbour vendredi passé avec 300 personnes à bord et plus de la moitié a perdu la vie en mer. 2 personnes sont décédées sur le chemin de l'hôpital de Saint-Louis où plusieurs blessés furent évacués. Une correspondance de Yves Tendeng. C'est une pirogue qui avait quitté le vendredi dernier entre 2h et 3h du matin la localité de Mbour en vue de rallier l'Eldorado européen, mais qui, au finish, a échoué ce vendredi sur la côte de Gokhumbath dans la langue de Barbarie. Une pirogue qui, au départ, avait à son bord quelques 300 personnes de nationalités différentes, tous des candidats à l'immigration clandestine et qui, par la suite, se sont perdus en pleine mer. C'est seulement ce vendredi, soit 8 jours après leur départ, qu'ils se sont accostés à Saint-Louis avec plus de la moitié ayant perdu leur vie et jetés en pleine mer. Parmi les survivants trouvés sur place à Gokhumbath par la police et les éléments des sapeurs-pompiers, 2 personnes qui étaient à bord de cette pirogue ont rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital et 6 blessés graves, dont un en réanimation. Selon toujours les survivants de cette pirogue, ils se sont en effet perdus en haute mer où plusieurs d'entre eux étaient abattus par la fatigue en plus de la faim et du mal de mer. Pour l'heure, une enquête fut ouverte par la police de l'arrondissement de l'île Saint-Louis en vue d'élucider cette affaire qui vient augmenter la liste des personnes ayant perdu leur vie dans ces voyages incertains. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Le ministère de l'Intérieur a relevé à travers des médias nationaux et internationaux des informations faisant état de 140 personnes décédées à la suite de tentatives d'émigration clandestine par voie maritime. L'Organisation internationale pour les migrants aurait diffusé les mêmes informations dans un communiqué en date du jeudi 29 octobre 2020. Le ministère de l'Intérieur tient à préciser que ces informations sont infondées. À la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'État ont récupéré 6 corps sans vie repêchés dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre par un navire privé de pêche. Les unités de la brigade nationale des sapeurs-pompiers les ont déposés à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec pour autopsie. Le ministère de l'Intérieur rappelle que lors des accidents en mer intervenus le 22 octobre et dans la nuit du 25 au 26 octobre, les services de secours ont respectivement sauvé 51 et 40 personnes. Aucun décès rattaché à ces accidents n'a été pour l'instant établi. Au total, 388 personnes ont été sauvées par des navires privés, la marine sénégalaise et son homologue espagnol engagé dans le dispositif Frontex. C'est un communiqué signé ce vendredi 30 octobre, le ministère de l'Intérieur. Sud FM, l'info, c'est ici. Opération de sécurisation du Gamou 2020, les limiers du commissariat central de Kaolack ont notifié 316 interpellations pour divers délits, dont 5 déferments au parquet, 199 pour non-port de masque et plus de 20 cas de vol. Des véhicules ont été immobilisés et 624 pièces saisies. Mamadou Kamara. Les limiers du commissariat central de Kaolack, dirigés par le commissaire Serigne Amadou Diop, ont tiré le bilan provisoire de leur travail durant le Maouloud édition
élection 2020. À la date du 30 octobre 2020, 316 individus ont été interpellés, 65 pour vérification d'identité, 199 pour non-port de casque, 10 pour ivresse publique et manifeste, 4 pour détention de chanvre indien aux fins d'usage, dont 3 sont déjà déférés au parquet. 3 pour rixe sur la voie publique, 9 pour jeu de hasard, 2 pour tentative de vol. Ces 2 sont également déférés au parquet. Un individu pour conduite sans permis de conduire. 18 individus sont également interpellés pour vol et l'enquête est en cours. 3 pour flagrant délit de vol. Ces 3 sont également déférés au parquet. 32 véhicules sont mis en fourrière et 35 motos immobilisées. Et enfin, 624 pièces ont été saisies au cours de ces opérations de sécurisation menées par la police. S'agissant des accidents de la circulation routière, 26 accidents ont été enregistrés, dont 8 dégâts matériels et 18 corporels, 26 victimes, dont 23 hommes et 4 femmes. Il est bon de préciser que ces opérations de sécurisation vont continuer jusqu'à la semaine prochaine ou bien jusqu'à la période du Gamouat. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Plusieurs milliers de ressortissants guinéens marchent à Dakar contre la confiscation, selon eux, de la victoire de Cellou Dalein Diallo. Une mobilisation qui se tient dans un contexte de crise et de contentieux post-électoral en Guinée. L'opposition continue de clamer sa victoire et de dénoncer des fraudes fendues que le pouvoir réprime les manifestations. Amadou Moustapha Dieng. On est vraiment ravis. Ça nous touche au cœur parce qu'on sait que c'est la victoire. On sait que Cellou va gagner. Jamais autant de ressortissants guinéens n'ont foulé le boulevard Général de Gaulle, une foule immense et enthousiaste, mobilisée comme un seul homme contre la confiscation, selon eux, de la victoire de leur candidat, Cellou Dalein Diallo. Des jeunes filles, des jeunes femmes, des adultes, tous des ressortissants guinéens étaient rassemblés à la place de la nation pour, disent-ils, réclamer leur victoire, la victoire du peuple guinéen. Cellou, président, Cellou. Arborant des drapeaux rouge, jaune, vert, des t-shirts à l'effigie de leur candidat Cellou Dalein Diallo, cette dame, le drapeau sur les épaules, témoigne. man ci rek say ma ci jam de mais yi nek Guinée man lool mo may met xolo doomu adama yi doy xalé yi jey ñu noppatu ko loolu rafetul dama ñaan yalla ne yalla ñëk ñu président bu baax ñu nek président bu baax loolu la ñaan yalla. Des cris, des chants et des slogans, rien n'est de trop pour démontrer sa détermination. En voici un exemple avec ce groupe de jeunes. Cellou, président, Cellou. Cellou. Pourquoi? Que les gagner, les gagne, parce que les gagner, les gars est en train de voler. On a gagné, on est en train de manifestation. Tous les Guinéens, il est président de Guinée, tous les Guinéens, les mondes tous tout le monde là, il les connaît, seulement les gagner. Cellou. Cette marche était aussi l'occasion de dénoncer les violences contre le peuple guinéen qui ont occasionné beaucoup de morts. Le peuple vivre normal, on ne tue pas le peuple. Je félicite tous les gens. Sous la houlette du Front national de défense de la Constitution guinéenne et en collaboration avec la société civile sénégalaise, venue apporter son soutien à la lutte des ressortissants guinéens au Sénégal, cette marche a connu une forte mobilisation. Les partis d'opposition et les membres de la société civile guinéenne, initiateurs de la marche, se félicitent de la mobilisation et comptent intensifier la lutte. Selon eux, le président Alpha Condé est en train de faire du forcing car sa supposée victoire est plutôt une fraude électorale légitimée par la CENI. Voici Mamadou Saliou Diallo, secrétaire général de l'UFDG au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir tout ce monde se réunir pour appuyer l'élection de El Hadji Cellou Dalein à la présidence de la République de Guinée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout a été fait pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu un processus qui a été respecté. Les gens ont pris toutes les dispositions compte tenu des expériences vécues lors des dernières élections.
Et donc, le parti a pris toutes les dispositions pour que cette fois-ci, qu'il y ait une remontée en temps réel des résultats des PV de chaque bureau de vote. Je vous donne un exemple. Il y a 15 000 bureaux de vote et on a recruté 32 000 personnes. Ça veut dire qu'au niveau de chaque bureau de vote, vous avez 2 représentants du LFDG. On a doté ces gens-là de tablettes et de téléphones portables. Ce qui fait qu'au moment T où on affiche le résultat de chaque bureau de vote, et on capte l'image et elle est envoyée à un serveur central. Et c'est ce qui a permis de compiler au fur et à mesure de remonter des résultats, c'est ce qui nous a donné. On a même fait une cartographie pour montrer préfecture par préfecture en Guinée quels sont les résultats qui ont été obtenus. Nous avons ces documents que nous avons exposés lors de la conférence de presse la dernière fois. C'était pour prouver qu'aujourd'hui, au monde entier, c'est d'ailleurs là où les institutions nationales et internationales ont des problèmes. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Je vous assure, il y a eu un excellent travail qui a été fait au niveau du parti parce que nous savions qu'ils auraient dévoué les résultats. Nous nous attendions à ça et nous avons pris toutes les dispositions pour donner les bons résultats. Aujourd'hui, nous avons les preuves et personne ne peut les contester. Ce qui fait que nous considérons qu'à partir de maintenant, depuis le 18 octobre, avec les résultats obtenus, c'est-à-dire les 53,84%, et là, Cellou Dalein est le président de la République de Guinée, élu. Nous attendons tout simplement son investiture à la date prévue. Boulimie foncière à Kolda, le sous-préfet de l'arrondissement de Dioulacoulon a suspendu toute construction sur l'assiette foncière située dans la commune de Dioulacoulon sur l'axe Kolda-Vélingara pour construction irrégulière et empiètement sur la superficie de la forêt classée de Mahon. La section Kolda du Forum civil se félicite de cette décision du sous-préfet, apporte son soutien et met en garde contre toute pression de lobby corrompu. Moudibou Rahman Baldé, coordonnateur du Forum civil à Kolda, est joint par Babacar Samb. Donc il y a toujours une boulimie foncière dans la région et je pense que ça corrobore un peu ce que le président de la République avait dit en disant que 90% de ces interpellations sont liées au foncier. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que le sous-préfet, dans le cadre de ses prérogatives, sort un arrêté dans ce sens pour, en tout cas, demander un arrêt ou bien la suspension des travaux de construction, notamment dans la commune de Dioulacoulon et aussi sur un peu l'empiètement dans la forêt classée de Mahon. Je pense rien à son heure, c'est historique et nous l'encourageons. Et nous encourageons aussi l'inspecteur des eaux et forêts qui a fait un fort plaidoyer depuis qu'il est arrivé à Kolda pour attirer l'attention des autorités régionales sur l'empiètement au niveau de l'assiette foncière de la forêt de Mahon. En tout cas, nous leur encourageons, mais aussi nous attirons leur attention parce que le problème foncier est miné par des lobbies. Et sûrement, ils auront des pressions de l'autre côté et qu'ils tiennent le bout. Et ils ont en tout cas notre soutien et que nous avons un regard sur ce qui va se passer par rapport à la situation foncière dans notamment cette commune, mais aussi sur l'empiètement de la forêt classée de Mahon dans une période où la déforestation est vraiment un élément quand même qui gangrène la région de Kolda. Il est inadmissible que les gens continuent à dilapider le foncier et notamment encore des réserves forestières qui sont aujourd'hui des forêts classées. En tout état de cause, je pense qu'il était grand temps que les gens vérifient tout ce qui se fait au niveau du foncier dans cette zone-là. Et c'est pas le seul milieu. Aujourd'hui, nous sommes interpellés dans d'autres communes. Il y a eu un an où un promoteur privé avait bénéficié de 1000 hectares dans la commune de Pakour. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour, en tout cas, freiner ces genres d'actions qui sont menées au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, d'autres collectivités locales comme Niagis, comme Medina Wandifa sont aussi dans la même situation. Et qui connaît la Casamance connaît aujourd'hui que le foncier est un problème très sensible. L'État doit prendre toutes ses responsabilités pour régler ces problèmes-là. À l'instant, Moudibou Rahman Baldé, coordonnateur du Forum civil à Kolda, qui se félicite de la décision du sous-préfet de l'arrondissement de Dioulacoulon qui a suspendu toute construction sur l'assiette foncière située dans la commune de Dioulacoulon sur l'axe Kolda-Vélingara pour construction irrégulière et empiètement sur la superficie de la forêt classée de Mahon. Des ministres aspirant au fauteuil présidentiel n'ont pas assez de temps à consacrer à la résolution des problèmes qui assaillent les Sénégalais. L'entrepreneur social Ibrahima Sori Diallo l'a martelé pour donner raison au chef de l'État qui a dissous le gouvernement. Il ajoute qu'il ne faut surtout pas un jeu de chaises musicales. Ibrahima Sori Diallo répond à Boubacar Tamba. Oui, à sa juste valeur et une appréciation à sa juste valeur, parce que je pense que tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a eu léthargie depuis 2019 à nos jours. Le président de la République a eu la générosité d'initier beaucoup de politiques publiques
très intéressantes et qui pouvaient vraiment contribuer à changer le visage économique et social. Mais malheureusement, il n'a pas les instruments qu'il faut pour mettre en œuvre ces politiques. Parce que le premier instrument, c'est le gouvernement. Et nous avons pu comprendre que la question des prochaines élections présidentielles donc en est une cause principale, parce que il n'est pas évident que lui se présente. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de parler de questions politiques ou questions politiciennes, mais ce qui est évident, dans son groupe, tout le monde sent qu'il y a des candidats à la présidentielle. Et ces candidats à la présidentielle s'occupent des départements stratégiques, mais également, il y a des ministres qui soutiennent ces candidats, si bien qu'ils sont là en train de faire des combinaisons tous les jours, au point que l'action gouvernementale est traitée en parent pauvre. La conséquence, c'est qu'effectivement, le pays est en train de retomber très bas. Et c'est pourquoi je pense que le président, un homme averti, a pris la bonne décision et au bon moment. Et je pense que tout le peuple va le saluer parce qu'on a compris qu'il a redressé la tête, parce que ce qui le préoccupe en ce moment, certainement, c'est le développement socio-économique du Sénégal, surtout dans le cadre de l'après-Covid. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Remaniement ministériel en attendant d'être fixé sur le prochain gouvernement. Les attentes sont nombreuses dans le secteur de la santé. Une kyrielle de revendications. Ballo Diatiam, le secrétaire général national du SUTSAS, liste les préoccupations qui attendent la nouvelle équipe. Il est interrogé par Babacar Samb. Ballo Diatiam, bonjour. Bonjour M. Samb. Le gouvernement dissout, l'annonce faite en Conseil des ministres en attendant d'être fixé sur la nouvelle équipe. Alors, quelles sont les attentes du secteur de la santé? Oui, pour ce qui concerne nos attentes, nous pensons qu'en droite ligne des préoccupations de M. le Président de la République, parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il a promis, dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'autonomie sanitaire, pour ne pas dire la sécurité sanitaire, donc d'investir près de 500 et quelques milliards dans le secteur de la santé, donc pour relever les plateaux techniques. Donc nous pensons qu'il y a cette orientation-là, mais 500 milliards aussi, donc ils seront accompagnés de ruptures. Donc quand on parle de rupture, il faudrait donc procéder à des réformes, et aussi les réformes qui étaient en cours, voir quels ont été les goulots d'étranglement, donc qui ont empêché donc ces réformes-là d'atteindre donc le but. Et de ce point de vue, nous sommes constants dans nos revendications, à savoir une santé plus préventive que curative, parce qu'on n'aura jamais assez d'argent donc pour le curatif, mais aussi une santé, disons, de masse en lieu et place d'une santé élitiste. Et de ce point de vue, les questions d'accessibilité financière, d'accessibilité géographique et physique, donc sont toujours convoqués dans ce qu'on fait par rapport à notre ligne de conduite, à notre ligne à notre orientation. Donc pour un secteur, pour un service de santé non seulement résilient, mais performant et mobilisateur. Et sous ce rapport, donc, nous pensons que il y a des gaps à combler au plan des infrastructures, ça c'est normal par rapport à la démographie, mais si on comble les gaps en infrastructure, il faudrait aussi combler les gaps en équipement. Donc je pense que les 500 milliards pourraient construire donc un départ, mais aussi avoir des équipements et des infrastructures à n'en plus finir, bien en nombre important, sans avoir des ressources humaines de qualité, donc poserait des problèmes, parce que les ressources humaines doivent être en nombre et en qualité. Et là aussi, le déficit est extrêmement important. Donc, il y a un défi sur les ressources humaines. Un défi aussi sur la gouvernance donc, du secteur, au niveau de la gouvernance de l'offre, au niveau de la gouvernance du financement de la demande, donc le financement, à savoir le contexte de l'agence, disons, de la couverture santé universelle. Donc, ce sont ces enjeux-là donc, qui sont nos préoccupations et pour lesquels donc, ces ruptures-là et qui seront difficiles parce que ceux qui sont assis sur ces branches-là n'accepteront jamais qu'on scie les branches sur lesquelles ils sont assis. Donc, à tel enseigne que tout changement s'accompagnera de douleur, mais il faudrait aussi qu'on en paye le prix pour que le malade qui vient au niveau du poste de santé et qui puisse avoir le paquet de services nécessaires
à moins de coût, même si la santé est gratuite, elle a un coût tout de même. Donc, au niveau du poste de santé, au niveau de l'hôpital, etc. Maintenant, je ne pourrais pas négliger un aspect assez important, c'est l'acte de la décentralisation qui consacre aujourd'hui le département comme collectivité en lieu place de la région qui existait. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour une pyramide sanitaire et une carte sanitaire donc conséquente, il faudrait aller vers l'hôpital départemental qui devrait être la référence ultime, aller vers la réforme du district sanitaire et maintenant travailler au financement holistique et systémique du secteur de la santé qui ferait en sorte qu'il n'y ait pas de paiement direct, qu'on ne mette pas la main à la poche ou bien qu'on ne mette pas trop la main à la poche pour éviter ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques. Parce que l'État a donc cette obligation, disons, de faire en sorte que la santé soit une réalité. Donc, c'est un devoir régalien. Et sous ce rapport aussi, nous pensons que le service sanitaire, le service public de la santé doit être financé à la hauteur de ses charges. Mballo Thiam, une crielle de préoccupations, plusieurs revendications. J'ose imaginer que des discussions ont été menées entre les syndicalistes et la tutelle, en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr. Est-ce qu'il y avait des avancées? Oui, sur les revendications, donc il faut considérer deux aspects. Il y a des revendications qui sont internes au ministère de la Santé. Récemment, donc on a été reçu par le ministre de la Santé. Et il y a donc des points sur lesquels on s'est accordé pour faire avancer notamment la question des techniciens supérieurs qui doivent devenir, qui deviendront, disons, des administrateurs de santé ou des administrateurs de soins et des administrateurs de santé. Donc, conformément au décret qui crée les nouveaux corps de la santé. Donc, les techniciens supérieurs, ils doivent absolument régulariser leur situation. Donc, tout comme aussi les autres catégories qui ont des gaps aussi de formation à combler, à savoir les assistants infirmiers, bon, que ce soit les aides sociaux, que ce soit aussi les maintenanciers et l'école de Diourbel qui doit monter en puissance. Bon, donc, au-delà de cela aussi, il y a la question des bourses et les questions de recrutement. Maintenant, la question du recrutement et la question du financement sont des questions transversales. Donc, à cheval, soit sur le ministère de la Santé, des Finances, et sur la fonction publique et sur les collectivités. Parce que les fonds de dotation aussi font partie, disons, des ressources attendues par les structures, parce que du fait du transfert des compétences dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Donc, nous avons ces préoccupations-là. Au niveau des collectivités territoriales aussi, bon, le statut aussi doit être parachevé. Donc voilà un ensemble de questions donc, sur lesquelles on attend le gouvernement. Donc le reste maintenant, c'est un problème de dialogue social qu'il faut mettre en place parce qu'il faut qu'on dialogue et le dialogue est en amont du conflit. Parce que quand le conflit donc, éclate, on ne dialogue plus, on négocie et dans la négociation, c'est un problème de rapport de force. Et nous pensons qu'on a besoin de paix dans ce secteur. Et le respect, la paix commence par le respect des engagements. Et surtout, c'est l'État qui prend les engagements et qui ne les respecte pas souvent. Mballo Thiam, je vous remercie. Je vous en prie, M. Sam. Le Forum civil tirant bilan chaotique de l'équipe sortante exige un gouvernement qui prendra en charge les préoccupations des Sénégalais. Pour un gouvernement élargi, Abdou Aziz Diop, notre second invité, est d'accord sur le principe, mais à une certaine condition. Le coordonnateur adjoint du Forum civil est avec Babacar Samb. Abdou Aziz Diop, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le coordonnateur général adjoint du Forum civil. 1 an, 6 mois, 21 jours, c'est la durée de vie en tout cas de l'ancien gouvernement. Alors, quel bilan en termes de bonne gouvernance? En termes de bonne gouvernance, le bilan, je vais être affirmatif, il a été négatif. Quand on prend seulement certains aspects, d'abord les différents rapports produits par les différents corps de contrôle qui ont épinglé beaucoup des membres du gouvernement, des directeurs généraux et qui sont restés sans suite. L'autre élément, c'est surtout la déclaration de patrimoine qui a suscité un tollé 15 mois après la nomination de ce gouvernement, que le président fasse une injonction ou donne une injonction au ministre pour qu'il fasse la déclaration avant le fin août. Cela me paraît aussi bizarre pour un gouvernement qui avait proclamé la gouvernance sobre et vertueuse. L'autre élément, c'est surtout que ce gouvernement ou ces ministres qui seront démis, qu'ils fassent leur déclaration de sortie 3 mois après la fin de fonction, comme le disent les textes.
comme la déclaration d'entrée n'a pas été faite dans les délais. Un autre élément aussi qui me semble extrêmement important, c'est surtout par rapport au contexte. Le Sénégal ne vit pas une crise socio-politique, une crise politique du moins, mais le Sénégal vit une crise socio-économique. À l'épreuve, 15 mois après, on a vu que certains ministres n'ont pas vraiment atteint les objectifs qui ont été fixés par le chef d'État en termes de fast-track. On a vu aussi qu'il y a eu du tâtonnement expérimental, de l'incompétence, mais aussi mieux, il y a eu une rupture même du dialogue ou de confiance entre certains acteurs. Non seulement le département de la justice, avec tous ces problèmes, et le ministre aussi qui est venu en rajouter. Donc je pense qu'aujourd'hui, les attentes des Sénégalais, c'est surtout par rapport aux questions de développement. Le Covid est venu bouleverser toutes les certitudes. Nous sommes passés d'un plan de résilience pour aller vers un plan de relance. Donc le débat ne doit pas être un débat politicien, mais nous avons besoin d'un débat sur des questions de développement. Voilà les attentes des populations de manière globale. Et justement, quel doit être le profil de la nouvelle équipe? Le profil attendu, c'est que, comme je l'ai dit, il forcément, parce que le président, c'est un gouvernement politique, il a son pouvoir de nomination, mais qu'il revienne aux fondamentaux de 2012. Son premier discours du 3 avril 2012, quand il parlait de la patrie avant le parti, c'est une bonne occasion pour le président de la République d'opérationnaliser ce slogan ou de le mettre en œuvre. C'est-à-dire de laisser les alliés, parce que, comme je l'ai dit, que ce ne soit pas un gouvernement d'entrisme, nous ne sommes pas en crise politique, que ce ne soit pas un gouvernement de transhumance ou un gouvernement de partage de prébendes le plus important, c'est qu'on ait des hommes d'État à la place de ces hommes politiques. Et mieux, si on a même de bons profils et que l'administration n'est pas dépolitisée aussi, cela risque de poser problème. Et nous l'avions dit au niveau du Forum civil, que même ceux qui sont dans les régies financières ne soient pas dans ces postes de direction. Parce que, attendons-nous, dans une approche prospective, surtout, à que ce gouvernement, une fois élu, si un gouvernement politicien, mis seulement par des intérêts électoralistes, au lieu de l'aider dans une logique de développement, avec les futures élections locales ou législatives qui seront couplées, je ne sais pas encore, le futur troisième mandat qui est encore déjà, qui pose problème. Donc, je pense que ça risque vraiment de ne pas répondre aux attentes des Sénégalais. Les attentes des Sénégalais, c'est les questions de développement. C'est surtout que le président de la République, en tout cas, avec c'est un second et dernier mandat, si sa parole est respectée, son premier mandat, on pouvait comprendre, c'était un mandat de prestige, il fallait des alliés, il avait la coalition Benno Bokk Yakaar, il y avait d'autres alliés. Mais cette fois-ci, moi, je pense que le président peut travailler avec les hommes, les vrais hommes d'État, avec des citoyens ou des Sénégalais qui sont compétents, même s'ils sont de la diaspora, ils peuvent être cooptés dans le cadre de ce nouveau gouvernement, comme le cas du ministre de l'économie qui était à la base, comme tant d'autres. On a beaucoup de technologies. En tout cas, les attentes, c'est surtout sur les questions de développement, des questions de relance économique, de relance de la croissance, mais pas sur des questions politiciennes. Si c'est un gouvernement de plus, si c'est des slogans encore, le fast-track va se résumer en slow-track. Et tous ces projets, tous ces plans risquent d'aller à volo. Un gouvernement élargi, qu'en pensez-vous? Un gouvernement élargi, oui, parce que nous sommes dans le cadre, comme je l'ai dit, il faut mettre la patrie avant le parti, mais élargi, pas élargir pour caser des alliés ou bien pour étouffer des ambitions, pas élargir aussi dans le sens réellement d'ambitions politiques en vue d'être réélu si jamais le cas se présente, mais un gouvernement élargi a des citoyens, a des hommes intègres, compétents, patriotes, humbles, des serviteurs de la nation, si je puis dire ainsi, mais qui ne vont pas se servir de l'État comme ça s'est passé sous presque tous les régimes qui se sont passés. Des politiques à la place des technocrates, ou des politiciens même, je puis dire ainsi. Mais aussi, le dialogue national devrait déboucher. On a dit que le dialogue national devrait déboucher sur un gouvernement d'union ou d'ouverture. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le contexte, ce n'est plus un contexte politique, c'est surtout les questions de développement qui doivent primer. Donc je pense que les attentes des Sénégalais, c'est à ce niveau, et pas d'entrisme. Oui. Alors, je dis pas d'entrisme, pas de transhumance, pas de compromission. Voilà, Abdou Aziz Diop, je vous remercie. Merci beaucoup, Babacar. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général adjoint du Forum civil. Sud FM, chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'AVC hier 29 octobre. Une journée de sensibilisation a été organisée à l'hôpital Fann entre l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC et les neurologues afin de mieux lutter contre cette maladie. Au service neurologie de l'hôpital Fann, 20 à 30 personnes atteintes d'AVC sont dénombrées par jour. La prise en charge peut davantage être améliorée chez ces patients avec la dotation d'appareils Aïssatou Gueiba. Les accidents vasculaires cérébraux constituent une problématique de santé publique avec une mortalité élevée au Sénégal. Par exemple, ici au centre hospitalier de Fann, 20 à 30 personnes victimes d'AVC sont reçues par jour. Dr Cissé est neurologue au centre hospitalo-universitaire de Fann. Il y a 20 à 30 AVC qu'on reçoit ici chaque jour. 20 à 30 AVC. Et c'est pas la totalité des AVC du Sénégal. Il y a des AVC qui restent dans les régions. Il y a des AVC qui sont traités dans d'autres services comme la cardiologie, la médecine interne. Il y a des AVC qui ne vont même pas à l'hôpital. C'est un problème de santé publique au niveau mondial. Donc le Sénégal n'est pas épargné. Un autre phénomène qui ralentit la lutte contre l'AVC, la prise en charge laisse à désirer dans nos structures de santé. On en était à la prise en charge. Oui. Donc si on a les unités neurovasculaires, on a la thrombolyse, la thrombectomie, on sera beaucoup plus efficace dans la prise en charge. C'est ça qui nous manque. Mais tout le reste, je pense qu'on a. On a l'IRM, on a le scanner. Maintenant, on peut l'avoir en quantité. On l'a en qualité maintenant, en quantité. Plus de scanners, plus d'IRM, plus de neurologues. Donc, investir sur la formation des neurologues et les neurovasculaires aussi. Ce serait bien. De plus, les accidents vasculaires cérébraux laissent des séquelles aux victimes, à l'image de cet homme qui a préféré garder son identité. Comment a-t-il vécu la maladie? Difficile pour lui de s'en souvenir. Ma mémoire, j'ai perdu beaucoup de choses. Je ne me souviens plus de rien, mais ça vient à force et avec l'aide des médecins et des docteurs. D'où l'importance d'insister sur la sensibilisation pour s'en prévenir. Mais comment doit-on faire pour éviter les AVC? Si je ne devais parler qu'une seule chose, je ne parlais que de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. D'autant plus qu'on est devant une pathologie très grave. Donc c'est manger moins gras, moins salé, moins sucré et faire du sport. Parce que c'est ça qui vous permet d'éviter l'HTA, d'éviter le diabète, d'éviter le cholestérol, qu'on appelle cholestérol, les dyslipidémies. Et puis c'est ces anomalies qui sont derrière les causes d'AVC. Donc si on évite trop de cholestérol, l'HTA et le diabète, on pourra éviter les causes d'AVC. Donc on pourra éviter l'AVC. 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État du Sénégal pour aider les structures et mutuelles de santé dans le cadre de la CEMU. Concernant la dette de la CEMU à Diourbel, une enveloppe de 900 millions a été dégagée cette année. Selon le directeur des opérations de la CEMU, Serigne Diouf, il se prononçait à l'occasion d'une cérémonie de remise de lot de matériel de support de communication à Diourbel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. À Saint-Louis, une pirogue a échoué cet après-midi sur la côte de Gorumbach avec à son bord plusieurs candidats à l'immigration clandestine. Ils ont quitté Mbour vendredi passé avec 300 personnes à bord et plus de la moitié a perdu la vie en mer. 2 personnes sont décédées sur le chemin de l'hôpital de Saint-Louis où plusieurs blessés furent évacués. Mort de 140 migrants au large des côtes sénégalaises le 29 octobre. Le ministère de l'Intérieur dément catégoriquement l'information. À la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'État n'ont récupéré que 6 corps sans vie repêchés. Au total, 91 personnes ont été sauvées par des navires privés lors des accidents en mer intervenus le 22 et le 26 octobre. 316 arrestations pour divers délits, 32 véhicules mis en fourrière, 35 motos mobilisées et 26 accidents. C'est le bilan provisoire des opérations de sécurisation de la police lors du Mawlud de cette année. Des opérations qui vont se poursuivre jusqu'au Gamouat selon la police. Forte mobilisation cet après-midi de la communauté guinéenne au Sénégal. Une marche pour protester contre la confiscation du pouvoir par le président guinéen Alpha Condé. Ses ressortissants guinéens persistent et signent la victoire lors de l'élection présidentielle. Revient à Cellou Dalein Diallo. Il dénonce la violence exercée sur le peuple guinéen par le président Condé. Mise en onde assurée par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de votre émission Almine Bar. C'est tout de suite après la chronique Sud Éducation. Sud
d'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main,